Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette deuxième journée de la 10e édition des ATDA, les Assises de la transformation digitale en Afrique. Je suis Chris Brochek et j'ai l'immense plaisir d'être avec vous tout au long de cette journée. Voilà, donc pour cette journée, nous allons avoir des keynotes, des ateliers cet après-midi. Donc, je veux juste vous rappeler quelques petits mots d'usage. Merci de bien vouloir mettre vos téléphones en mode vibreur. N'oubliez pas le port du masque dans les allées communes. Okay. Et surtout, n'oubliez pas aussi de faire du bruit sur les réseaux sociaux, notamment Twitter et LinkedIn avec le hashtag ATDA 2021. Voilà, histoire de sensibiliser un maximum de personnes. Voilà. Donc, bienvenue donc à cette deuxième journée des ATDA qui a pour thème déployer une infrastructure résiliente, souveraine et durable pour encourager l'innovation africaine. Donc, pour commencer cette journée, je vais appeler Monsieur Lassina Kone, qui est le président de Smart Africa, mais qui est aussi l'ancien conseiller du président Alassane Ouattara au digital. Voilà. Est-ce que vous pouvez applaudir pour Monsieur Lassina Kone, s'il vous plaît? Donc, il va nous faire une keynote. Et la journée d'aujourd'hui, c'est discipline et timing, parce que ce soir, on a une soirée de gala, alors voilà, il ne faut pas qu'on soit trop cassé. Donc, on va essayer de respecter le timing sans trop vous mettre de pression. Donc, je vous donne 15 minutes. Et la règle, c'est, je vais m'asseoir dans un coin, et dès que vous voyez que je m'approche près de vous, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire vite. Voilà, donc ça sera la règle de la journée. Voilà, je vous remercie, Monsieur Kone, et je vous laisse commencer votre keynote. Merci beaucoup de m'avoir invité. Félicitations, mon cher frère Mohamed Diallo, et CNDP et tous les grands sponsors. Je vous salue toutes et tous en vos rangs, grades et qualités. Alors, à l'entame de mon propos, je voudrais remercier les plus hautes autorités du Royaume du Maroc, évidemment, ainsi que le président de la Commission nationale de contrôle de la protection des données, mon cher frère à caractère personnel, CNDP, et le président de CIOMAG, mon frère Mohamedou Diallo, qui ont bien voulu permettre l'organisation de cette 10e édition des Assises des transformations digitales en Afrique, ici à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Bendré, sous le thème « Déployer une infrastructure résiliente, souveraine et durable pour encourager l'innovation africaine ». Tout d'abord, permettez-moi de partager avec vous en quelques mots un aperçu de notre si beau continent qui, avec le numérique, n'a jamais eu de meilleure chance d'accélérer son développement socio-économique. L'Afrique est le continent ayant de loin la population la plus jeune du globe. 40% de la population africaine a moins de 15 ans aujourd'hui, contre 16% en Europe, 23% pour l'Asie et 18% pour l'Amérique du Nord. L'histoire du chômage inquiétant des jeunes en Afrique est souvent racontée parallèlement à l'histoire du potentiel économique du continent. Nos jeunes entrepreneurs sont souvent forcés de quitter le continent par manque d'un environnement propice à la croissance de leur entreprise en Afrique. Il est parfois, par exemple, plus facile pour un jeune Marocain de faire du business avec les Français qu'avec les Africains et vice-versa. Si nous souhaitons une Afrique résiliente et souveraine, je dis bien souveraine, cette situation doit changer. Le paradigme doit changer.
Le mindset doit changer. La pandémie de coronavirus ainsi que ses impacts sociaux et économiques ont à nouveau rappelé que le chômage des jeunes est l'un des défis les plus urgents et à relever pour le gouvernement africain. C'est pourquoi il est plus que jamais impératif d'intensifier les efforts d'intégration régionale afin de trouver des solutions viables à la crise du chômage des jeunes en Afrique et tirer ainsi parti d'un potentiel considérable. Une Afrique plus intégrée offrira à sa jeunesse davantage de perspectives économiques, un accès plus large aux capitaux et aux investisseurs, ainsi qu'un marché plus vaste. Le renforcement de la collaboration entre les pays permettra aux jeunes de jouer un rôle principal dans le processus de développement socio-économique du continent. Afin d'accélérer ce processus, 7 chefs d'État ont créé l'Alliance Smart Africa en 2013, endorsée en 2014 par l'Union africaine. Cette alliance compte aujourd'hui 32 chefs d'État et gouvernements africains qui représentent plus de 815 millions de consommateurs. Elle a pour but de transformer l'Afrique en un marché numérique unique d'ici 2030, 9 ans de maintenant. Les TIC, Technologies de l'information et de la communication, offrent aux pays africains l'opportunité d'accélérer l'intégration régionale en facilitant les échanges inter-États en vue de l'harmonisation des politiques, stratégies et réglementations au sein des espaces régionaux et interrégionaux. Qu'il s'agisse d'un moyen d'améliorer la diffusion de l'information, d'un véhicule pour le commerce électronique et d'un facilitateur de paiement, l'économie numérique est l'économie d'aujourd'hui et elle est au-delà des frontières telles que les GAFAM, qui ne fait aucune différence entre un Congolais ou un Sénégalais. Comme les GAFAM, nous devons supprimer les frontières dans le monde du numérique. Réfléchir africain et ainsi permettre à nos jeunes acteurs économiques de tirer pleinement parti du marché africain grand de 1,3 milliard de personnes sur le continent. Si nous arrivons à créer ce marché numérique panafricain, l'Afrique pourra générer 1 milliardaire en dollars tous les jours, car la définition de l'unicorn, c'est-à-dire c'est une compagnie qui a une capitalisation de 1 milliard de dollars, alors nous faisons 1,3 milliard, c'est-à-dire chaque entrepreneur développera une application, un codeur développera une application et pourra vendre à 1 dollar. Cela suffit pour définir un unicorn. Aujourd'hui, on n'a que 7 unicorns sur le continent africain. La vision de l'Alliance Smart Africa est simple, claire et ambitieuse. Il s'agit d'unir les nations africaines en utilisant les TIC et redorer le blason des nations africaines à l'international. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas échouer. Il en va de l'avenir de nos jeunes et du continent en général. Il nous faut travailler ensemble. C'est la voie pour une Afrique souveraine et résiliente. C'est pour cela qu'à Smart Africa, nous avons adopté un système fédéré constitué de ces États membres qui ont l'appui du secrétariat. Chaque État membre sélectionne un projet phare relatif au numérique au sein de l'Alliance Smart Africa en développant son projet phare pour tout le continent. Tous les pays de l'Alliance s'unissent pour adopter les meilleures pratiques à mettre en œuvre dans leur pays. Les différents projets phares constituent alors l'ensemble des programmes pour transformer l'Afrique en un marché numérique unique. Toutes les décisions de Smart Africa sont prises au niveau de son conseil d'administration, constitué de tous nos chefs d'État membres. Un tel modèle de gouvernance fédérée renforce la confiance entre toutes les parties impliquées et favorise les échanges entre pays africains, tout en veillant
à ce que la souveraineté des États africains soit respectée à tous les niveaux. Ainsi, la stratégie triennale de Smart Africa 2020-2022 a été approuvée par les chefs d'État au Conseil d'administration de Smart Africa. Cette stratégie s'articule autour de 3 objectifs généraux afin de transformer l'Afrique en un marché numérique unique, à savoir 1. Le développement d'une infrastructure numérique abordable sur tout le continent. Numéro 2. La promotion et la facilitation des affaires et des investissements en Afrique. 3. L'accélération de la naissance du développement d'une société numérique. Chaque objectif se décline en projet phare porté par nos États membres. Nous avons assisté et continuons à assister les pays africains à mener les projets phares du numérique au sein de l'Alliance pour lesquels ils ont développé une forte compétence telle que le Bénin avec l'identité numérique et la Smart Africa Trust Alliance qu'on appelle le SATA, c'est-à-dire l'Alliance de confiance. Le Gabon, le réseau africain unique, le président du Conseil africain des régulateurs a intervenu hier. La Guinée avec le projet de connectivité intra-africain, la Tunisie avec le développement de l'écosystème des startups, le Rwanda avec les villes intelligentes, le Burkina Faso avec le renforcement des capacités et le Smart Africa Digital Academy, pour en citer quelques-uns. Pour information, SADA, en moins de 12 mois, nous avons formé les decision makers, les décideurs de l'Afrique dans le domaine des transformations numériques, plus de 800 personnes en 23 différents pays. L'exécution de ces projets phares, avec l'appui du secrétariat de Smart Africa, se fait à travers un processus très clair en 4 étapes. Étape 1, c'est conception du projet phare. Étape 2, c'est élaboration du schéma directeur pour le continent. Étape 3, c'est la mise en œuvre d'expériences pilotes avec quelques pays. 4e étape, c'est généralisation du projet à l'échelle continentale. Mais je ne saurais terminer mon intervention sans souligner le sujet de la souveraineté, qui est d'une importance capitale pour l'ensemble de la transformation numérique sur notre continent. Durant les interventions précédentes, plus particulièrement celle d'hier, permettez-moi de partager avec vous quelques statistiques de l'économie numérique qui stipulent que les États-Unis aujourd'hui contrôlent pratiquement 70% de l'économie numérique et la Chine contrôle 22%, l'Europe 3,4% et l'Afrique ne contrôle que 1,5%, avec moins de 1% des données qui résident en Afrique. Telle est la réalité dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Force de constater que l'ADN de Smart Africa, implanté par nos chefs d'État, stipule que les données de l'Afrique doivent rester en Afrique et les flux de voix de l'Afrique doivent rester en Afrique. Et cela n'est pas pourtant contradictoire à nos idéaux de coopération digitale avec nos partenaires institutionnels et partenaires au développement. Il s'agit tout simplement de promouvoir nos secteurs privés et nos champions locaux à relever le défi du développement socio-économique dans un contexte local avec un partenariat intelligent, je dis bien intelligent, dans le sens d'un partenariat avec les géants de technologie dans le hard et une intelligence locale dans le soft. Plutôt que la fuite des cerveaux en dehors du continent, en dehors d'un continent dont le PIB intégré ensemble pourrait atteindre 3 500 000 milliards de dollars et positionner le continent en 6e position de puissance économique mondiale en 2034. Ça, c'est les enjeux. Ou alors, sauvegarder ces données au sein des entités étrangères au continent qui sont eux-mêmes des nationaux d'autres puissances mondiales dont la loyauté est indivisible. Dans ce cas de figure, de quoi aurait servi donc la colonisation si ce n'est que de s'aimer la confusion entre l'indépendance et le transfert de compétences, qui est manifestée par la naissance d'une forme de colonisation qui est la colonisation digitale 2.0. À l'ère
de la 4e révolution industrielle. La souveraineté numérique est un domaine prioritaire en Afrique et doit être intégré dans toutes les étapes de la transformation numérique du continent pour les prochaines années à venir, que nous appelons Sovereignty by Design. Smart Africa vous invite tous alors à rejoindre et contribuer à nos projets dans toutes les étapes du développement, car nous devons agir de concert pour que nos pays soient mieux armés face à ce tsunami technologique sur le continent. Smart Africa est engagé à servir les pays africains et à les unir pour mener la transformation de l'Afrique en un marché numérique unique d'ici 2030. Je formule donc le vœu d'un rapprochement effectif et opérationnel de nous tous ici présents. Très belle journée à vous, mes chers amis de l'Afrique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Alors, nous allons arriver sur la seconde séquence de cette journée, qui est une session ministérielle. Je vais d'abord appeler le modérateur de cet échange ministériel, qui a pour thème « Rôle et stratégie du secteur numérique pour diversifier et désenclaver les économies ». J'appelle le modérateur, M. Jean-Michel Huette, qui est partenaire chez Bearing Point. Vous pouvez l'applaudir, s'il vous plaît. Merci bien. Voilà, vous pouvez prendre... voilà. Vous allez vous mettre au milieu, du coup. Alors, c'est une table ronde, c'est un panel un peu particulier. Donc, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir parmi nous M. Taina Michel Razafandra-Malo, qui est en fait ministre en charge du développement numérique et de la transformation digitale de Madagascar. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui, s'il vous plaît? Et notre dernier intervenant de cette table ronde, qui est M. Papa Amadou Sarr, ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes du Sénégal, qui par contre, lui, est en visio, est en distanciel, mais il est présent avec nous, il est connecté. Donc voilà. Sur ce, une fois qu'on aura réglé les problèmes de micro, je donnerai donc la parole à Monsieur Jean-Michel Huette. Voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Oui, c'est bon, le son marche et la technique marche. Bon, c'est une table ronde un peu particulière, puisqu'on est 2 plus 1 à distance et la technologie marche. Bonjour, Monsieur le Ministre. On ne vous voit pas, mais on voit vos initiales, donc je pense que c'est plutôt bon signe. Heureusement, la technologie fonctionne. Alors, cet atelier de travail, de réflexion et de dialogue de ce matin, ministériel, c'est pas pour parler du numérique pour le numérique. Ça a été dit d'ailleurs hier, le numérique n'est pas une fin en soi, mais en quoi le numérique contribue à développer l'économie des pays, à les diversifier, à les désenclaver. Donc c'est ça l'enjeu que nous allons voir dans notre échange. Sujet important, ça fait plus de 20 ans que l'ONU, dans ses études, avait dit les télécoms, puis le digital, sur ce qu'on appelle des technologies polyvalentes, c'est-à-dire qu'au-delà d'apporter des choses au secteur en lui-même, elles contribuent à irriguer l'ensemble de l'économie des pays, à la fois à titre personnel pour les individus, dans leurs usages de tous les jours, y compris usages sociaux, et d'ailleurs l'ONU en parlait avant même qu'on parle des réseaux sociaux, mais aussi les entreprises, parce que c'est un vecteur pour faire venir des entreprises à l'international, c'est un vecteur pour développer l'économie, on va en reparler, mais c'est aussi des impacts sociaux qui sont importants. Je pense que la crise du Covid-19 nous a montré les enjeux autour de la e-éducation, de la e-santé, je pense qu'on en reparlera aussi. Peut-être pour commencer, parce que dans le titre de la conférence, celle qui nous a été proposée par l'organisation, il y avait le mot, certes, diversifier les économies, mais aussi les désenclaver. Et quand on a l'honneur d'avoir un ministre du numérique de Madagascar, qui dit Madagascar dit une île, est-ce que vous ressentez que le numérique est un véritable outil pour aider à désenclaver une île? Parce qu'on sait très bien que dès qu'on parle d'économie de réseau, alors c'est valable dans l'énergie, l'électricité, bien sûr les télécoms, le fait d'être une île peut poser des difficultés, peut-être plus grandes que dans des pays qui sont connectés les uns aux autres. Est-ce que pour vous, le numérique, c'est clairement un moyen aussi de désenclaver une île, quelle qu'elle soit, et Madagascar en premier lieu?
Bonjour Jean-Michel et merci pour cette question. Alors effectivement, Madagascar est une île, donc on est dépendant des connectivités, des connexions internationales. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir plusieurs connexions fibre optique qui relient la grande île à Internet. Donc on en a dans le nord, on en a dans le sud, on en a par l'est et l'est, l'ouest également. Donc ça c'est une chance. En termes de connectivité, donc on est effectivement assez bien situé parmi nos pairs et amis africains qui nous permettent effectivement d'être, on va dire, de rester dans la course, dans le développement du numérique. Et le ministère que je dirige déploie effectivement tous les efforts pour essayer d'abord de réguler le secteur, puisque ça a été fait vraiment de manière très très accélérée sur les 10 dernières années. Aujourd'hui, Madagascar fait partie des premiers pays africains, par exemple, à adopter les technologies 5G, même si c'est aujourd'hui à titre expérimental. On a plus de 12 000 km de fibres optiques qui sont déployés à travers toute l'île. Donc c'est quelque chose qui effectivement est très important, avec donc et aujourd'hui encore un marché qui est encore un potentiel énorme, puisqu'on est à peine à 40% de couverture en termes de maillage sur le territoire national. Donc pour nous, raccorder physiquement tout le territoire et pour essayer de développer l'économie est un peu compliqué, difficile, parce que comme on le sait, les infrastructures, notamment sur les routes, sont beaucoup plus chères que justement de déployer de la fibre ou de la connectivité. Donc on a misé depuis ces dernières années sur toute la connectivité. Donc clairement, pour Madagascar, à travers le virage, je dirais, digital qui a été entrepris par le président de la République depuis maintenant 2 ans, clairement montre cette initiative de désenclavement du pays et utiliser le digital comme un vrai levier de développement, de désenclavement pour Madagascar. Le virage numérique de Madagascar, on l'a bien vu et on va y revenir. Quand vous êtes au Conseil des ministres avec vos pairs, ils voient votre ministère comme un ministère technique, ce qui a longtemps été le cas dans beaucoup de pays, où ils disent vraiment « Ah mais on a besoin de toi parce que ça va nous aider dans nos différents secteurs, dans nos différents ministères ». Aujourd'hui, quelle est la perception de vos pairs par rapport justement au développement numérique qui est dans le titre de votre ministère? Alors, le ministère est un ministère technique, mais depuis, comme je l'ai souligné tout à l'heure, est devenu un ministère transversal, puisqu'on s'occupe et du développement numérique dans tout l'écosystème privé, mais également de la transformation digitale de l'État et de la modernisation de l'État. Et donc on travaille avec tous les ministères aujourd'hui pour toute la partie gouvernance, je dirais, dans la modernisation des services, e-services, puisqu'on a depuis maintenant plus d'1 an et demi entamé ce virage sur la dématérialisation de toutes les procédures administratives au sein de l'État. Donc que ce soit pour les impôts, que ce soit pour la création d'entreprises en ligne, le paiement des impôts, la déclaration, la TVA, toutes les passations de commandes publiques, maintenant tout ça se fait sur Internet de manière très transparente. Donc tout ça, ça a été fait sur les 18 derniers mois. Et on continue cette modernisation à travers notamment le paiement, par exemple, des fonctionnaires avec des paiements digitalisés. Donc on est très transverse. Et donc on a gagné en termes de, je dirais, de notoriété, mais surtout de support pour tous les ministères. Donc ça, c'est pour l'administration. Pour le secteur privé, en revanche, on le fait et c'est maintenant, puisqu'il fallait effectivement poser les bases. Il fallait, je dirais, accélérer la transformation d'abord interne de l'administration pour justement attirer plus de secteurs, d'acteurs du secteur privé. Donc on est sur les deux et on a gagné beaucoup, je dirais, en poids par rapport à toute cette démarche de modernisation de l'administration. En tout cas, je pense que cette transversalité, c'est un vrai facteur clé de succès, très clairement. Je propose d'alterner avec... Alors tout d'abord, je m'assurer qu'on nous entend. Monsieur le ministre Papa Amadou Sarr, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez peut-être? Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien et je vous vois très bien. Ah bah c'est parfait. Bonjour, nous vous saluons. Bonjour. Merci d'être avec nous depuis Dakar, j'imagine. Vous êtes ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Donc vous êtes quelque part un peu, entre guillemets, si j'ose dire, un client des ministères du numérique dans votre pays. Est-ce que pour cet entrepreneuriat rapide, c'est dans le titre du ministère, le numérique est un facteur clé de succès? Oui, aujourd'hui le numérique est essentiel. Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord dire bonjour et m'excuser de ne pas avoir pu faire le déplacement parce qu'on est
dans la semaine cruciale comment on appelle ça, du budget. Et le chef de l'État préside demain la journée de l'élevage et nous intervenons beaucoup dans ce secteur et je fais partie de la délégation. C'est pour ça, dernière minute, je n'ai pas pu venir. Mais j'ai suivi avec intérêt certaines des interventions, notamment le keynote de la SINA tout à l'heure. Et pour vous dire que je félicite déjà Mamoudou et toute son équipe, c'est au MAG pour l'organisation de cette édition de ATDA et je serai avec vous à une prochaine édition. Et pour revenir à la question, bien entendu, comme mon collègue de Madagascar l'a dit, aujourd'hui, le numérique est devenu incontournable. L'exemple que je donne régulièrement, c'est qu'avant la Covid, nous avions des habitudes. Par exemple, en rentrant, nous avions des parapheurs et quand on arrive le matin au bureau, la première chose, c'est on t'amène une pile de 7-8 parapheurs que tu dois signer pour que la journée commence. En rentrant, c'était pareil. Et les courriers qui attendent, les gens qui font la queue. Aujourd'hui, il n'y a plus de parapheurs, quasiment. On peut signer tout à distance avec la signature électronique. Dans le travail que nous faisons aussi, qui est d'accompagner des jeunes entrepreneurs et start-upers, alors octroyant des crédits, des formations, de l'accompagnement. On s'est déplacé, des kilomètres et des kilomètres du carburant et des fois, les gens attendaient 2-3 mois pour avoir une réponse à leur demande. Aujourd'hui, en 24 heures, 48 heures, on peut faire une demande de crédit, avoir sa réponse, recevoir son financement sur son porte-monnaie électronique et faire une signature électronique à distance, scanner ses papiers et envoyer tout et recevoir son argent sur son téléphone portable ou dans son compte bancaire. Tout cela a été facilité, bien entendu, par le travail énorme que le ministère de l'économie numérique a eu à développer dans le cadre de la stratégie numérique Sénégal 2025 que le président Macky Sall a mis en place, avec notamment la mise en place d'un conseil national sur le numérique, la création de l'université virtuelle du Sénégal qui aujourd'hui a plus d'étudiants que les autres universités. C'est extraordinaire et le diplôme est reconnu partout au Sénégal et dans le monde. Et nous sommes en train, dans le cadre de la nouvelle ville qui est aussi une smart city, la SINA a oublié de la mentionner, Diamniadio, qui aujourd'hui abrite un super calculateur géant qui va favoriser les solutions basées sur le big data et l'intelligence artificielle, entre autres. Enfin, on vient de lancer, il y a quelques cela, le plus grand incubateur d'Afrique francophone, Data Center d'Afrique francophone en partenariat avec Huawei et l'Agence de développement de l'informatique de l'État. Ça, pour tenir compte, on reviendra tout à l'heure, tout l'écosystème que nous avons mis en place pour accompagner les PME, les startups numériques, avec l'adoption du Startup Act en 2020, promu par le président de la République, et bien entendu, le parc technologique numérique de Dakar à Diamniadio, dont le directeur général Bassirou Ba est avec vous à Benguéré. Voilà, je m'en arrête là pour le moment. J'ai noté dans votre titre que c'était l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Les femmes étant mises devant les jeunes. Est-ce que le numérique aide particulièrement justement pour les femmes à les aider à se développer encore plus dans l'entrepreneuriat? Exactement. Nous pensons que les technologies numériques sont un outil formidable pour faire de la discrimination pour les femmes. Je m'explique. Aujourd'hui, quand il y a de nouveaux projets qui sont inscrits et que les femmes doivent se déplacer pour quitter les régions pour venir dans la capitale, des fois c'est difficile pour des raisons familiales, sociales. La plupart du temps, ce sont les hommes à 80-90% qui y vont. Deux, nous avions mené une étude en 2016 dans le cadre du rebasing du PIB, le rebasage du PIB. Nous nous sommes rendu compte que plus de 400 000 unités économiques qui ont été recensées, les 81% étaient dans l'informel et les 90% étaient détenus par des hommes. Et c'est pourquoi que le chef de l'État a créé cette entité qui est la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, rattachée directement à lui avec un budget annuel de 50 millions d'euros qui permet de promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Donc 70 à 75% des bénéficiaires des projets sont des femmes entrepreneurs et beaucoup sont dans le digital, dans les technologies numériques, dans les technologies disruptives. Aujourd'hui, on a des femmes mathématiciennes qui utilisent des algorithmes pour faire de la couture, du design, de la mode. On a des femmes qui utilisent le numérique, ingénieurs, agronomes ou télécoms
pour améliorer les productions agricoles, la rentabilité. On a des femmes qui utilisent des drones pour superviser les champs de canne à sucre et de riz dans la vallée du fleuve Sénégal, etc. etc. Plein de belles opportunités qui permettent à ces femmes jeunes de garder le cap et de créer de la valeur et de contribuer à l'économie du Sénégal, et notamment à travers le digital. C'est essentiel. La Covid a véritablement été un révélateur qu'on peut tout faire sans beaucoup d'efforts. Merci. Vous avez cité dans les secteurs clés, c'est normal, l'agriculture, c'est quand même un secteur économique important en Afrique. Donc je voudrais quelques exemples concrets au Sénégal et puis après à Madagascar, de en quoi le numérique peut aider dans le secteur agricole. De loin, on pourrait penser que c'est très très différent, mais finalement, est-ce que vous avez des exemples concrets du digital, du numérique pouvant aider ce secteur, donc d'abord au Sénégal et puis après Madagascar? Alors, j'ai le lauréat du Grand Prix du chef de l'État pour le numérique en 2021 est un jeune ingénieur polytechnicien qui a utilisé l'intelligence artificielle pour pouvoir améliorer les rendements agricoles, l'arrosage des plants à distance, le contrôle phytosanitaire des plants, etc., etc., qui a permis aujourd'hui à plusieurs fermes au Sénégal d'augmenter la rentabilité des plants. 1. 2. Nous travaillons aussi avec, comme je le disais tout à l'heure, une start-up que nous avions financée qui s'appelle TICTAF Corporation, où il y a des ingénieurs agronomes et informaticiens qui ont eu à mettre en place des technologies qui permettent de superviser les récoltes et pour voir dans quelle mesure il faut mettre l'engrais, etc. Et aussi prévoir tout ce qui est divagation des animaux, mais aussi quand il y a eu des envahissements de criquets, etc., qui pourraient émettre des sons pour les chasser. Donc ces drones sont là pour surveiller la récolte. Enfin, un autre exemple concret, c'est dans les universités à Thiès et à Dakar, nous avons travaillé avec des jeunes développeurs qui ont fait du séquençage sur les semences pour pouvoir améliorer les rendements au niveau agricole. Et plusieurs autres exemples sur lesquels je terminerai, par exemple, la possibilité aujourd'hui des producteurs de vendre leurs récoltes avant même de terminer la production sur des marketplaces. Aujourd'hui, on a financé des fermes dans le nord du Sénégal, à 700 km de Dakar. Les pastèques, les melons, les pommes de terre, oignons qui sont produits dans ces fermes qu'on a clôturées, mis des panneaux solaires, sont vendus à Rungis, dans la banlieue parisienne, tous les jours. Les récoltes quittent Dakar, prennent l'avion, ne passent même pas à Dakar, quittent le nord, passent par l'aéroport et vont direct là-bas. Et tout ça, les gens, ils le font à distance en travaillant avec les brokers sur les marchés. D'accord, exemple effectivement très concret. Alors là, on était côté Atlantique, à l'ouest, à l'est, côté Indien, océan Indien. Alors, effectivement, on a pas mal d'initiatives qui sont dans le secteur de l'agriculture, notamment, de l'utilisation justement des technologies d'objets connectés. Alors j'ai en tête là le cas par exemple de tracteurs qui sont autonomes en utilisant donc des objets connectés typiquement qui sont connectés en connectivité satellite par exemple, qui sont donc pilotés pour travailler la terre par exemple. Donc ça c'est très concret parce qu'on est effectivement 80% de notre population dépend de l'agriculture et dans des endroits où on a du mal, soit parce qu'on a des problématiques de sécheresse par exemple, soit parce qu'on a des problématiques de main-d'œuvre aussi qualifiées sur certaines régions. Donc l'utilisation de la technologie, là on parle de tracteurs autonomes connectés, on peut aussi parler de drones par exemple qui sont utilisés pour justement dans l'utilisation pour semer des graines. Ça ce sont des technologies très concrètes. Je reviens simplement sur effectivement comment diversifier l'économie par rapport à notre thème et surtout par rapport au digital. On parlait tout à l'heure de toute l'infrastructure et notre ami ministre du Sénégal parlait de la mise en place de data centers. On a eu aussi le cas et on a visité hier par exemple celui de
de l'université Mohamed VI ici à Ben Guerir. C'est un data center qui respecte des normes internationales très draconiennes. Et un modèle qu'on est en train de regarder, parce qu'on est en train de mettre en place aussi notre premier data center à Madagascar, avec le même partenaire que celui du Sénégal, sur, je dirais, l'utilisation de ce data center, on va dire souverain, mais qui peut être aussi utilisé pour le public, et notamment pour les startups. Parce qu'effectivement, comme on est une île, on est dépendant de cet hébergement qui aujourd'hui se fait beaucoup à l'extérieur. Et donc ça passe aussi par l'utilisation des infras publics pour le secteur privé. Et je reviens notamment sur la diversification de l'économie, puisque plus de 80-85% de notre économie, et comme dans beaucoup de pays africains, réside dans l'informel, c'est de formaliser petit à petit ces business, je dirais, de tous les jours. Et cela en mettant en place des projets, en tout cas pour l'État, de mise en place d'identifiants uniques. Par exemple, on parlait d'identité numérique pour les personnes physiques, mais on est en train de le faire aussi pour les personnes morales. Donc faciliter vraiment la démarche de formalisation de ces sociétés unipersonnelles, individuelles, etc., pour les inciter et surtout à les aider, parce qu'on est en train aussi de mettre en place des incubateurs et des pré-incubateurs à Madagascar au sein du ministère pour les aider, parce qu'on a déjà un écosystème de start-up très innovant à Madagascar. On a une main-d'œuvre très qualifiée, et donc cet écosystème start-up à Madagascar est vraiment, je pense notamment au Kenya, je pense au Sénégal, je pense à d'autres pays, au Maroc, où, et on a visité aussi l'école ici, le LIF, le 1337, ce sont des exemples de start-up qui, en tout cas, qui vont permettre de faire fructifier cet écosystème de start-up. Et ça, on mise vraiment là-dessus, et notamment en utilisant le digital dans le cadre de ces initiatives. Voilà ce qu'on fait un peu. Après, on a aussi des mesures incitatives fiscales. Parce que ça, je pense qu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est d'essayer justement, la plupart du temps, c'est d'abord, c'est compliqué de créer une société, ça prend du temps, donc là, on a enlevé cette barrière. 2, c'est parce qu'il y a des obligations, des taxes, etc. divers. On est en train de regarder de comment alléger et accompagner ces startups, justement pour pouvoir se diversifier dans l'économie de Madagascar. On parlait d'agriculture, on est aussi dans la santé, on est dans l'éducation. On est beaucoup dans la fintech, donc avec tous les projets d'inclusion financière. Et dans ce cadre, on utilise la Poste Malagasy comme levier pour nous, parce que c'est le plus grand réseau forcément à Madagascar en termes de déploiement. On utilise les technologies de mobile money avec la Poste pour justement utiliser une inclusion financière plus forte et surtout pour faire des transactions pour l'économie numérique à Madagascar. Justement, quels sont ces secteurs un peu clés? Alors, je mets de côté l'agriculture dont on a déjà parlé, donc c'est FinTech, vous disiez e-santé. C'est quoi un peu les secteurs dont vous sentez, eux, ils vont vraiment être aidés par le numérique pour se développer? Alors sur la e-santé, par exemple, là, depuis la Covid, on sait qu'on a eu beaucoup de difficultés. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Là, qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de distribution de médicaments dans des zones qui sont très reculées, très difficilement accessibles. Et donc, on utilise des drones pour, par exemple, distribuer des médicaments et distribuer des aides, distribuer des vivres, par exemple, en collaboration avec le ministère de la Santé. Et ça, c'est quelque chose qui s'est vachement accéléré dans la santé. On parle de la téléconsultation, donc ce sont finalement des domaines assez classiques, ou de téléconsultation. On est en train de le faire en utilisant toujours en fait la Poste, parce qu'on a lancé un concept, alors c'est pas des smart cities mais plutôt des smart villages, et donc ce sont des bureaux de poste ou des relais postaux qui sont énergétiquement indépendants, donc avec l'énergie solaire, et connectés par des voies satellites. Et donc on les met dans des endroits reculés qui devient en fait le guichet unique de l'administration. Donc avec du personnel qualifié pour justement pouvoir utiliser tous les services publics à un endroit qui est reculé. On arrive parfois à 2, 3, 4 jours de marche à des endroits et on arrive à aller apporter le service public au sein de la population, par exemple. Donc ça, c'est des exemples concrets qu'on est en train de faire à Madagascar. Merci. Une question au Sénégal. Hors agriculture, quels sont vos... Et puis on est content de vous voir, c'est très sympathique. Hors l'agriculture, quels sont un peu les secteurs économiques qui sont portés par le numérique, d'après vous? Alors, aujourd'hui, de façon globale, il y a la santé, bien entendu, la santé digitale. La Covid a aussi permis des avancées remarquables
sur tout ce qui est système de santé. Et bien avant aussi, le Sénégal avait adopté une stratégie de digitalisation de la santé avec l'accès aux femmes, aux jeunes, mais aussi à toutes les personnes à des soins médicaux à distance, avoir comment on appelle ça, des carnets de santé électroniques, etc., etc. Et aujourd'hui, de plus en plus, la télémédecine se développe avec les universités sénégalaises en partenariat avec les universités marocaines et européennes. Et l'autre secteur aussi qui est boosté par le digital ou le numérique, c'est les transports. Aujourd'hui, les jeunes start-upers dans ce qu'on appelle le last mile delivery, aujourd'hui avec des applications, des plateformes, des véhicules connectés, des scooters, livrent tout ce que vous voulez en quelques minutes entre Dakar, dans les quartiers de Dakar, mais aussi dans les régions. Aujourd'hui, l'autre secteur qui connaît aussi une adaptation parfaite du digital ou du numérique, c'est l'artisanat. Aujourd'hui, nous avons accompagné et financé plusieurs artisans dans la maroquinerie, dans le textile, dans la cordonnerie, etc., qui utilisent non seulement de nouvelles techniques pour améliorer les rendements et la production, mais qui utilisent des plateformes pour vendre au Sénégal et à travers le monde. Donc, comme le disait tout à l'heure mon collègue de Madagascar, le digital est transversal. Aujourd'hui, on ne peut rien faire, a priori, dans ce siècle où on est, sans l'utilisation du digital, des nouvelles technologies. Et je pense que les choses vont s'améliorer davantage. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec des startups, des PME, pour pouvoir utiliser le digital pour faire du cadastre, par exemple, avec le ministère des Finances, pour mapper tous les territoires, pour améliorer la reconnaissance des sites. Et de plus en plus, vous voyez à Dakar, dans la ville, tout ce qui est des caméras de surveillance qui permet de renforcer la sécurité dans les villes avec la police, etc. Moi, je trouve que vos deux interventions sont très inspirantes parce qu'il y a des vrais exemples concrets. Donc là, on est vraiment au cœur de ce que le numérique peut faire. Mais je pense que tout n'est pas parfait. Des fois, il y a des difficultés. Quelles sont les difficultés au Sénégal et à Madagascar que vous rencontrez? Est-ce que c'est d'ordre manque de financement, manque de ressources compétentes, manque d'entrepreneurs, manque de coopération internationale? Je ne sais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous freine pour aller encore plus loin ou plus rapidement, plus vite? Alors, je pense que l'une des difficultés, il faut le dire sans se voiler la face, c'est la question de l'accès à l'énergie. Aujourd'hui, seulement 60% des Africains ont accès à l'énergie. Au Sénégal, on est dans la même proportion. Je dirais même peut-être 55%. L'énergie durable à tout temps, à toute heure. Et cela ne facilite pas, bien entendu, la pénétration du haut débit, car l'Internet va avec l'électricité. Si on est d'accord sur cela, on se rendra compte que le taux de pénétration du net n'est pas aussi élevé qu'en Europe ou aux États-Unis, on a dépassé les 80%. L'autre principale difficulté, c'est aujourd'hui, on s'en est rendu compte avec le Covid, quand on a commencé les cours à domicile ou à distance, on s'était rendu compte que seulement 3 étudiants sur 10 avaient accès à son propre laptop. Or, quand on était étudiant, par exemple en France, dans les années 2000, chaque étudiant avait son ordinateur. Cela facilite l'accès à l'information, faire de la recherche en temps réel, matin, midi et soir, mais aussi de pouvoir échanger, de créer, de produire, de vendre et d'apprendre à distance. Enfin, pour améliorer, bien entendu, toujours l'accès au numérique, la digitalisation de l'économie de façon globale, il est essentiel que les États et les grands groupes qui l'ont compris, Google et d'autres partenaires sont en train de déployer la fibre optique un peu partout sur l'Afrique et sur les différentes dorsales. Et ce qui est essentiel là-dedans aussi, c'est la capacité de ces États à investir massivement. Le cas du Sénégal, où nous sommes en train de déployer la fibre dans tout le pays avec nos partenaires chinois et permettre que ces réseaux innovants et de pointe, sécurisés, c'est important, la SINA en a parlé tout à l'heure, et fiables, puissent être capables d'accélérer le développement du numérique et du digital au Sénégal et dans la sous-région. Car il faut se dire que le Sénégal seul connecté, sans ses voisins,
de la Gambie, de la Guinée, du Burkina, de l'UEMOA ne sert à rien parce qu'on est dans une ère de commerce intra-régional, pour ne pas dire régional, qui permet forcément l'échange de biens et services entre les différents pays africains, notamment dans le cadre de la ZLECAf. Merci. Côté Madagascar, vos difficultés, vos défis à relever? Alors les difficultés, il y en a effectivement un certain nombre, mais l'énergie en fait partie. Heureusement ou malheureusement, de toute façon, on ne va pas attendre qu'on arrive à des taux très élevés d'électrification, par exemple, pour pouvoir développer le business ou l'économie. Donc on a les entreprises et le secteur public a réussi à trouver des solutions innovantes pour essayer d'avancer, parce que le taux d'électrification est assez bas. Ensuite, on parlait tout à l'heure de la logistique, du transport, etc. Ça, c'est un autre défi, avec toutes les initiatives dans le privé. Donc, c'est en train notamment de start-up de livraison du dernier kilomètre, de la sécurisation du transport. Ça, c'est aussi, et avec les projets d'infrastructure que le président de la République est en train de mettre en place. Voilà, c'est un vrai challenge pour nous. Parce qu'un kilomètre de route, c'est $1 million. Donc il faut nécessairement beaucoup de moyens pour pouvoir développer l'infrastructure sur une île comme Madagascar, donc qui est très grande, difficile à développer. Et ensuite, je dirais, on parlait tout à l'heure de l'équipement qui est encore cher pour qu'on puisse démocratiser l'usage des smartphones, par exemple, à un grand nombre. Donc on a quand même des téléphones qui restent relativement accessibles, mais par rapport au pouvoir d'achat de la population, on est encore assez loin. Donc on fait des efforts là-dessus pour essayer de subventionner notamment des équipements. Ça ne suffira jamais, mais on est en train de le faire. Et le dernier je dirais, peut-être challenge, c'est le coût des communications. Donc sur la partie connectivité, on a la chance d'avoir 4 opérateurs sur Madagascar. On a la chance d'avoir, comme je disais tout à l'heure, plusieurs fibres optiques qui connectent la grande île. Mais on est quand même sur des coûts qui sont aujourd'hui entre 4 à 10 fois plus élevés que nos voisins de la région. Il faut payer peut-être l'insularité ou le fait d'avoir un paysage paradisiaque notamment. Mais on y travaille. Donc effectivement, le fait de pouvoir faire baisser ce coût d'accès à la connectivité, parce que le maillage est bon, c'est uniquement aujourd'hui une problématique de coût pour pouvoir justement démocratiser un peu plus l'usage. Et enfin, la réglementation, qui, comme je le disais tout à l'heure, la réglementation du secteur des télécommunications s'est fait en très peu de temps. Et du coup, maintenant, on est en train de, je dirais, harmoniser un peu les choses pour pouvoir ne pas privilégier un opérateur par rapport à un autre et puis essayer de réguler et de remettre un peu la balle au centre, je dirais. Donc, c'est quelques challenges. La partie réglementaire, c'est le cas aussi, puisqu'on a quand même des lois qui datent de 10 à 15 ans. Et ça, c'est un effort particulier qu'on est en train de faire, puisqu'on est en train de mettre en place aujourd'hui l'équivalent de la CNDP à Madagascar. Donc c'est déjà mis en place. Les premiers membres ont été nommés. On met en place également l'unité de gouvernance digitale qui est l'équivalent de l'ADD, qui est déjà en place depuis maintenant 1 an. On met en place également la CIRT qui est pour la cybersécurité. Donc tout est là. Donc il y a des challenges encore, notamment sur cette partie réglementaire, mais on y travaille. Et donc en fait, tout l'écosystème est prêt. Maintenant, moi, je fais confiance à l'écosystème des startups parce que là, on parlait d'éducation, on parlait de santé, on parlait de logistique, on parlait d'éducation. Ça existe à Madagascar. On a une main-d'œuvre qui est qualifiée, qui est certainement pas encore suffisant. Et donc, il va falloir effectivement qu'on ait encore plus de viviers de compétences, pas forcément des ingénieurs, mais de cas très pratiques. Et donc, ce sont des challenges, mais qui, je pense, des challenges plus compliqués à relever parce que le fait d'être sur une île. Et on a aussi le challenge de pouvoir garder les talents parce qu'on a je ne dirais pas une fuite de cerveau, mais qui est naturelle, dans le sens où les compétences existent et qui partent ensuite à l'étranger. Et donc on a besoin de renforcer cette capacité humaine en termes de RH, en termes de compétences et de digital skills pour renforcer aussi bien le secteur privé que le secteur public. Très bien. J'avais une dernière question pour tous les deux. Et profiter aussi du fait qu'on est dans une conférence internationale, plus de 20 nationalités.
Si vous aviez chacun un challenge, un défi à soumettre dans le cadre, bien sûr, de ces questions du numérique, en faisant peut-être même un appel au peuple, si j'ose dire. Encore une fois, il y a 20 pays représentés, il y a des instances internationales comme Smart Africa. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous aider, un appel au peuple? Profitons, c'est aussi l'enjeu de ces réunions, c'est pas juste de présenter, c'est de dire, bah, tiens, on a un vrai défi à relever, mais là, peut-être qu'il faut le faire à plusieurs, peut-être qu'on a besoin d'échanger. Hier, il y a eu quelques réunions, notamment de la CNDP, où on a vu qu'il y avait des échanges entre le Maroc et le Sénégal, donc ça crée des liens. Est-ce qu'il y a, chacun d'entre vous, un appel de ce type à faire, en profitant du fait qu'on est à une conférence internationale avec plus de 20 pays et des institutions internationales présentes? Alors, effectivement, alors j'ai adoré le discours de Smart Africa, du DG de Smart Africa tout à l'heure, effectivement, qui parlait de marché commun africain. On parle de la COMESA, on parle de l'Union africaine, qui aujourd'hui a un vrai vivier d'opportunités de marché pour notre continent. Et dans une logique d'échange sud-sud, et on sait que le marché existe, on sait qu'il est là. Et on l'a vu encore justement sur des exemples très précis, comme les coopérations et collaborations entre le Maroc et le Sénégal. Et le cas de Madagascar est un peu particulier, même si effectivement on est un peu plus éloigné géographiquement, mais le marché est là. On a en plus des relations fraternelles et amicales avec le Maroc, historiquement. Et cette coopération et les appuis d'ailleurs du Royaume du Maroc à Madagascar sont vraiment appréciés. Et c'est dans ce cadre et dans ce sens de Smart Africa, avec l'Union européenne, avec la COMESA, c'est de pouvoir développer ce marché qui aujourd'hui, effectivement, on est toujours dans un rapport de nord et sud, soit d'importation, soit d'exportation, alors que le marché est là. Mais c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de regarder de l'autre côté de l'Atlantique, alors que voilà, on est voisins et il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Il y a déjà beaucoup effectivement de facilitation des échanges entre les pays, que ce soit francophone ou anglophone. Donc ça, c'est un premier message, et je pense que le fait aujourd'hui d'utiliser le digital comme un levier de collaboration et de transverse est un vrai point important pour tous les pays qui sont présents ici, mais surtout pour les pays qui sont aujourd'hui en voie de développement. C'est-à-dire que nous, on a un pays à saute-mouton, c'est-à-dire que nous, on n'a pas eu les lignes fixes, on est passé tout de suite sur le mobile et on est en train de passer sur la 5G. Et donc, et on est une nation, on va dire, digitale native, puisque plus de 60% de la population a moins de 20 ans à Madagascar. Donc c'est une main-d'œuvre aujourd'hui qui est digitale by design, je dirais, si j'ose le dire. Et donc on capitalise là-dessus pour les challenges de demain dans l'économie numérique, etc. Donc voilà pour Madagascar. Merci, c'est très clair. Et alors, côté sénégalais, on n'a plus de son. Excusez-moi, votre son semble coupé. Voilà. Oui, donc je disais, je partage entièrement ce que vient de dire mon collègue du Madagascar. Le partenariat sud-sud d'abord est essentiel. Le Sénégal et le Maroc travaillent aussi main dans la main depuis des décennies, depuis le feu loi Hassan II. Et aujourd'hui, nous, au niveau start-up, nous avons des connexions très, comment on appelle ça, présentes avec des partenaires comme la Startup Factory, avec qui nous faisons de l'accélération pour nos startups, mais aussi nos partenaires N+1 Data Center, avec qui on travaille pour éventuellement mettre en place un data center ici au Sénégal dans le cadre d'un projet qu'on appelle Mohamed bin Zayed Center for Innovation, qui sera le plus grand incubateur accélérateur en Afrique de l'Ouest, sur un financement de 20 millions de dollars, qui nous permettra d'avoir des cohortes d'accélération, d'incubation de start-up et des PME en relation avec le parc des technologies numériques qui est en finition à Diamniadio. Enfin, l'autre aspect ou l'appel qu'on pourrait lancer, c'est la circulation du talent. Tout ce qui est, comme on appelle, circular brain ou circular migration permettent à beaucoup plus d'ingénieurs africains de faire le tour du continent, de partager les connaissances, partager les expériences, les programmes universitaires et permettre aux étudiants africains, aux universités africaines d'avoir accès à de la technologie en temps réel. Aujourd'hui, un exemple concret. Quand j'ai commencé ce boulot en 2018, en 2019, nous avons été à Vivatech avec le chef de l'État
Nous avons vu que nous, on avait un petit stand de 27 mètres carrés, je pense, mais il y avait des pays qui en avaient des stands de 50, 100, 200 mètres carrés. Et la Corée, la Belgique, la Chine, j'en passe, qui venaient avec tous les mastodontes, Huawei, Philips, puis les plus grandes entreprises aujourd'hui qui sont, comment dire, on edge of technology, qui viennent faire des démonstrations de force, de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, de la blockchain, qui vont sur la Lune. Et à côté, nous autres pays africains, on est là, admiratifs, en train de regarder ces technologies, ce qu'il faut faire. Comme l'a dit tout à l'heure la Chine, il faudrait mettre des ressources. Il faudrait que les États, au niveau, je ne parle même pas des ministères, au niveau chef d'État, décident de mettre en commun un fonds dédié à cette révolution numérique, de dire que les pays africains ont le droit de prospérer, d'avoir accès à de la technologie, à la 5G, de développer ces outils ici, d'avoir nos propres satellites, d'aller sur la Lune ou sur Mars. Il faut rêver. Merci beaucoup, messieurs les ministres, à la fois pour la clarté de vos propos et puis pour ces belles envolées. Je pense qu'effectivement, il y a à la fois des grands challenges et puis il ne faut pas hésiter à être ambitieux. Merci infiniment à tous les deux. Et Chris, nous te rendons la parole. Merci, on peut les applaudir. 1, 2. Merci beaucoup, messieurs les ministres. Merci beaucoup, monsieur Huette. Vous pouvez regagner la salle. Merci pour cette session très instructive et avec des cas très concrets de terrain. Voilà. Alors, là, nous avons vu des cas concrets de comment le digital sert d'accélérateur, facilite vraiment la vie des nations africaines. Mais tout cela ne peut pas se faire sans l'identité, sans la data. Et donc là, justement, nous allons parler souveraineté et identité digitale avec monsieur Karim Aboulas, qui est Digital Identify Offering Director chez Atos. Et il va nous présenter un keynote de 10 minutes qui aura pour thème Identité souveraine digitale entre souveraineté numérique, hégémonie des GAFA et nécessité des citoyens. Je pense que c'est une question qu'on se pose tous. Voilà. Je vous prie de bien vouloir applaudir pour monsieur Karim Aboulas de chez Atos. Voilà, qui va nous faire un keynote de 10 minutes. Merci bien. Bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité à cette session. Effectivement, comme le titre l'indique, et comme ce que disaient messieurs les ministres, les gouvernements, États et organisations sont en train de se digitaliser, de faire ce shift vers le digital. Les use cases sont de plus en plus disponibles sur le web, mais il y a une clé à ces use cases qui est cette personne qui est en train de consommer les use cases. Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien Karim Aboulas? Vous pouvez le constater, c'est moi qui suis en train de parler. Mais derrière un site web, une application mobile, est-ce que c'est bien moi ou quelqu'un d'autre qui est en train de consommer ce service? Comment on fait pour les slides, s'il vous plaît? S'il vous plaît, la régie. Oui, voilà, on va vous envoyer le slide. On va repartir sur le premier slide. En fait, c'est monsieur Aboulas qui va vous guider. Okay. La Vous pouvez régie. utiliser, s'il vous plaît, le petit bouton vert pour passer à la slide suivante et le rouge pour revenir à la slide précédente. Merci. Voilà. Alors, l'identité digitale est la fondation de tout use case, comme je disais, qui est digitalisé. Posons-nous la question en ce moment, quels sont les identifiants qu'on utilise pour accéder à ces use cases-là que monsieur le ministre était en train de présenter. Souvent, c'est un numéro de téléphone ou une adresse mail qui ne sont pas sécurisés. Par numéro de téléphone, je fais l'expérience quand j'atterris dans un pays, j'achète un numéro de téléphone, on me dit que la carte coûte 5 000 francs CFA, mais on ne pose jamais la question de qui suis-je pour utiliser cette carte. Adresse mail, la même chose, je peux créer une adresse mail momadoudialou@gmail.com et je deviens Momadou Dialou si monsieur Momadou n'a pas une adresse mail de ce nom-là sur Gmail. Donc c'est hyper ouvert. Donc les États sont en train de penser de plus en plus à mettre en place un identifiant souverain pour regagner cette souveraineté et avoir un titre digital, numérique, aussi puissant et sécurisé que celui
que nous avons dans notre poche à titre de carte d'identité. Donc aujourd'hui, ça va être une session de partage. Je voudrais que vous imaginiez un monde où les citoyens ont accès à des services aussi bien physiques que digitaux, de la même manière ou hybride, qu'on puisse accéder d'une manière transparente et sécurisée à ces services-là. Les citoyens sont de plus en plus demandeurs des services digitaux et de plus en plus exigeants et consommateurs de ces services. Le shift vers le digital est un enabler effectivement pour les gouvernements, mais c'est aussi un cost saver. Le fait de transformer et emmener des services au niveau du digital permet de réduire de 30% l'OPEX des opérations, le coût de la transaction. Un serveur traite des milliers de transactions, un être humain travaille 8 heures par jour et traite un individu à la fois. Il a besoin derrière de murs, de routes, de sécurité, et on ne peut pas servir des milliers de personnes avec un être humain. Donc l'équation, elle est vite faite. Donc je disais, les gouvernements, en mettant en place ces services digitaux, ont besoin de s'assurer de qui les consomme. Plusieurs possibilités comme ça sont là, on va les voir. Mais également, les citoyens ont un certain nombre de droits fondamentaux qu'on doit garantir d'une manière transparente à tous les citoyens, type droit à l'éducation, au vote, à l'accès, aux systèmes sociaux, et j'en passe. Ceux qui sont au fin fond du pays ne sont pas aussi favorisés que le gars qui habite à quelques mètres de la commune, qui lui a accès physiquement, facilement à ces services-là et à l'ensemble des aides. Donc en le digitalisant, on permet d'avancer sur l'équité à l'intérieur d'un pays. Mais le voyage vers cette identité vient de commencer. À peu près la moitié des pays du globe ont un titre d'identité qui couvre plus ou moins la moitié de la population. Il y a encore la moitié à onboarder qui n'ont pas de titre. On ne parle pas de digital, mais on parle tout simplement de titre. Le tiers des nations ont un identifiant unique et un registre civil physique, mais pas suffisamment d'identifiants digitaux, et seulement peu de pays, on parle de 20-25%, qui ont des identifiants en silo, un identifiant pour adresser tout ce qui est fisc, un identifiant postal, un identifiant social, un identifiant ceci, cela, qui sont souvent des numéros ou des adresses mail. Donc ce que nous on propose et ce qu'on voit, c'est une centralisation des différents identifiants dans un seul identifiant digital unifié qui fait à la fois une centralisation des différents titres, mais également permet d'accéder au use case. Dans le passé, il y a eu principalement 3 bloqueurs, roadblocks on les appelle, qui viennent, de la complexité du legacy. Quand je dis complexité du legacy, pas forcément technologique, c'est tout ce qui est process, procédure, et l'identité a toujours été le domaine des systèmes et organes sécuritaires qui imprimaient un bout de papier pour que, quand on soit arrêté par un policier ou autre, on prouve qui on est. Le deuxième, c'est la technologie qui était propriétaire, cloisonnée, clôturée et gérée par des organes sécuritaires qui ont très bien fait leur travail. Ils l'ont mis dans un data center fermé, coupé et très bien sécurisé de l'extérieur. 3, il n'y avait pas suffisamment de use cases digitaux pour pousser ce shift-là. En 2020, entre février et mars, on a vu que le point 1 et 3 ont été dépassés en quelques jours en permettant à un certain nombre d'usages qui étaient complètement impensables qu'elles soient généralisées à l'échelle du globe. Donc on a tous télétravaillé, on a tous fait des télédéclarations, on a téléconsommé en l'espace de quelques heures. Et aucune technologie n'a été inventée entre février et mars 2020. Seulement un changement d'état d'esprit qui a été initié. Donc on pense que c'est plus une histoire de mindset que de technologie, et ces sujets doivent bouger des organes sécuritaires vers plutôt des ministères de la digitalisation, vers des organes type CNDP, agences de digital, qui sont plus à même
à traiter ce type de sujet. Comment y arriver? Donc ça, c'est la grande question. L'Afrique, avec son âge médian de 20% et une bonne couverture smartphone et téléphonique, est l'un des continents les plus appropriés à consommer ces usages digitaux. La faiblesse de l'infrastructure physique pousse aussi à consommer du digital plus que du physique, la pénétration du SSD. Il y a plein de critères qui font à ce que l'Afrique soit prédisposée à emborder dans ce use case digital. Alors je parle bien d'écosystème et non de système, parce que en fait, là, qu'est-ce qu'on a? On a la clé qui va permettre d'être un enabler d'un certain nombre de use cases. Pour illustrer, je vous propose le use case d'une famille, Ali et son épouse, et Alia, qui viennent d'avoir un bébé à l'hôpital, qui sont dans un écosystème digitalisé. À l'hôpital, après la naissance du bébé, le médecin va le télédéclarer avec son identifiant digital et signer que bel et bien ces deux parents ont eu un bébé. Il signe avec l'une de ses biométries. C'est envoyé au niveau du registre social. Le registre social et au niveau de l'état civil reçoit le nouveau-né. Il le crée automatiquement dans le registre de la famille qui est mis à jour. Le registre de la famille, registre civil est mis à jour, l'identité du nouveau citoyen elle est créée. Automatiquement, on met à jour le profil social du citoyen. Avec un bébé supplémentaire, c'est une charge supplémentaire, donc le profil social change, le profil de taxe change, il y a un certain nombre de choses qui changent. On sait que cette famille-là a droit à une sorte de Medicaid, donc notre web service est allé à l'hôpital pour dire que cette famille ne doit rien payer. À la sortie de l'hôpital, les deux parents n'ont signé aucun document, n'ont fait aucune procédure, ils sortent avec leur registre d'état civil mis à jour, sont payés au niveau de l'hôpital, leur profil social mis à jour également, mais également la commune, la collectivité locale, elle sait qu'elle a un nouveau-né qui arrive dans sa région et qu'elle doit, pour ses projections pour les quelques années à venir, qu'ils doivent prévoir une place d'école, une place de jardin, une place de crèche, un certain nombre de choses qui ont été automatisées, instantanément communiquées à l'ensemble des intervenants. C'est pour ça qu'on parle d'un écosystème. Et cet écosystème-là peut être réalisé grâce à deux leviers. Le premier, c'est les use cases sont là, exposés en API, et on a un identifiant unique qui est digital qui permet de faire communiquer l'ensemble de ces use cases-là. Maintenant, comment y arriver? Les meilleures pratiques pour succéder, elles sont toutes simples. On a une identité qui est définie par un cadre légal, nom, prénom, adresse, numéro, nom des familles. Chaque pays a un cadre légal qui définit exactement ce qu'est l'identité. Cette identité doit être transformée en data. Cette data, qui a le droit de l'enregistrer, ou comment, sous quel format, ou la sauvegarder, ou ne pas la sauvegarder, c'est beaucoup de légal derrière. Et une fois cette identité transformée en data, on passe à la couche transactionnelle. Qui a droit à utiliser, à voir cette data, à la modifier, comment, avec quel consentement? Est-ce que le fait de donner un numéro ou un titre plus une biométrie est suffisant comme consentement, ou est-ce qu'il faut cliquer sur un bouton spécifique? Donc tout ça, c'est des questions qu'on se pose. Une fois les réponses à ces questions posées, on a notre système identitaire et les technologies sont existantes sur le marché pour pouvoir fédérer cet écosystème. Donc je vais partager avec vous trois principaux moyens pour y arriver, et que chaque pays va se retrouver dans l'une de ces trois cases. La première case concerne des pays qui ont une faible pénétration identitaire, mais beaucoup de use cases digitaux et qui veulent faire le passage. Donc ces pays-là, on leur conseille d'adopter un nouveau système nativement digital, ce qu'a fait l'Inde par exemple avec leur système Aadhaar, où 1 milliard de personnes sont tout à fait digitalisées, et ils ont construit autour d'Aadhaar tous les use cases qu'on voit au niveau indien. Donc ça, c'est un schéma. Ce schéma-là
certes, et permet d'acquérir des données démographiques et biométriques des citoyens, d'avoir une base saine, mais ça fait appel à la population, parce qu'on doit enrôler à nouveau la population et créer des niveaux identifiants. Le deuxième, c'est l'implémentation des identités digitales pour des pays qui ont déjà des titres. On parle là de dérivés d'identité. Je vois plus ce modèle chez les pays européens qui ont des systèmes identitaires électroniques avec toutes les informations dedans. Soit on va adresser le titre lui-même, la carte, et récupérer les informations de la carte pour la mettre au niveau des systèmes, soit on va aller à une base de données centrale et récupérer les informations qu'il y a sur la base de données centrale et créer ce titre digital, mettre la couche API qui va bien pour pouvoir communiquer et faire l'authentification forte. La troisième, c'est mettre une couche d'interopérabilité au-dessus de différents titres fonctionnels. Là, on a une carte de la sécurité sociale, une carte identité nationale, un permis et autres. Bon, on ajoute un wallet au-dessus et au niveau de ce wallet-là, on le lie à l'ensemble des credentials et ça devient un super identifiant qui permet l'interopérabilité des titres. Les technologies existent sur le marché pour l'ensemble des cas. Maintenant, chaque pays, en fonction de ses use cases, en fonction de ce qu'il a chez lui comme legacy, va s'identifier dans l'une de ces trois cases et choisir le partenaire qui va l'aider à accomplir ces use cases. Et bien sûr, cet écosystème n'est pas standalone, il est intégré à un écosystème, doit être supporté et par un cadre légal et par un cadre, pas un cadre, plutôt des prestations technologiques, mais également un support de l'ensemble de l'écosystème pour qu'il puisse adhérer. J'ai tenu mes 10 minutes. Super, merci beaucoup, Monsieur Aboulas. On peut applaudir pour Monsieur Aboulas de chez Atos. Donc, on va résumer un peu notre matinée. Donc, nous avons eu deux keynotes. La première de Monsieur Aboulas de chez Atos. La première de la dernière. La première, c'était Monsieur Lassina Koné de Smart Africa avec les objectifs donc, pour l'Afrique en 2030. Et puis, nous avons eu aussi une table ronde, un panel ministériel. Et d'ailleurs, au sujet du panel ministériel, sur le programme, il était annoncé le ministère du numérique de la RDC, M. Désiré Casimir Ebérand, congolais, qui n'est pas avec nous ce matin, mais qui sera avec nous cet après-midi. Voilà, donc il est important de le souligner. Voilà, ben maintenant, donc, nous avons 20 minutes. C'est l'heure de la récré, la pause café. On se retrouve, s'il vous plaît, à 11h15. Soyons ponctuels parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, je prends mon petit café, mon petit thé marocain, ma petite pâtisserie et je reviens. Merci bien. À tout à l'heure.